Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket et Serge. Aujourd'hui, vous avez compris, Serge est avec moi dans la vidéo. Et il mange, ça change un petit peu. Alors, c'est quoi? C'est des petits sablés au chocolat. Que tu as fait? Que j'ai fait. On a le café, on vient de finir de déjeuner au fait, et on s'est fait le café et on s'est dit voilà, on va vous faire la petite vidéo de la semaine. Dans cette vidéo, on va répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'expatriation, sur la vie en Thaïlande. Voilà, je vous ai demandé sur mon compte Instagram Kathleen Phuket et aussi sur une petite vidéo short de YouTube de me poser toutes les questions, que ce soit pour moi comme pour Serge. Et vous avez été nombreux à nous répondre et à nous poser plein de questions. Donc je pense que les vidéos, on va en faire deux, parce que ça risque d'être un petit peu long. On a essayé de tout classer en catégories. Voilà, donc je vais vous dire un petit peu après les catégories qu'on va aborder aujourd'hui. Avant de commencer, on s'abonne. Encore une fois. On s'abonne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Voilà, vous likez aussi ces vidéos, vous commentez, même si c'est pour me dire juste un petit coucou, un petit merci, bah, ça me fait toujours plaisir et vous savez que je fais le maximum pour répondre à tout le monde, donc voilà. Même si vous êtes de plus en plus. Ouais. Donc, bah, c'est parti pour la vidéo FAQ du jour. On y va. Alors, les thèmes qu'on va aborder dans cette première vidéo sur l'expatriation de manière générale, ça va être la famille, le visa, le travail en général en Thaïlande. Ensuite, la vie, logement et vie quotidienne. Logement et vie quotidienne. Voilà, j'ai ma liste parce que vous êtes quand même, vous nous avez envoyé Il y a eu beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, on va faire voilà, ces trois parties parce que je pense que la partie visa et travail va nous prendre un bon moment. Donc on attaque par la catégorie de la famille. Catégorie famille. Aujourd'hui, j'ai l'animateur avec moi. Donc, catégorie famille. Vous avez été quelques-uns à nous demander comment vous gérez le manque voilà, de votre famille, de vos amis en France, et comment le vit notre famille aussi, comment vit la famille qu'on a laissée en France, notre expatriation. Bah, vas-y, tu peux attaquer, toi. Comment tu vis le manque de ta famille et de tes amis? Alors, c'est vrai qu'on est très très loin de nos familles et tout ça, plusieurs dizaines de 10 000 km. 10 000 km, en gros, ouais. Mais donc, c'est pas évident pour les gens de venir et pour nous aussi d'y aller au final. Par contre, avec les moyens qu'on dispose aujourd'hui, donc les réseaux sociaux, les moyens de communication, donc nous on communique avec WhatsApp. Qu'est-ce qu'on utilise? Messenger. Voilà, Messenger, tout ça. On a nos familles et nos amis régulièrement. Et du coup, on les a en face. Voilà. Donc, moi, j'ai pas vraiment de manque, quoi. Si ça nous manque, on téléphone et puis on discute et puis voilà. Après, on ne peut pas prendre dans les bras les gens et tout, mais… On a aussi la famille qui est venue quand même pas mal de fois nous voir. Oui. Moi, j'essaye de rentrer une fois par an. Alors, il y a eu cette période Covid qui était un peu particulière. Et là, ça fait 3 ans que je ne suis pas allée en France. Mais sinon, tous les ans, j'essaye d'y aller pour voir la famille. Toi, par contre, ta famille, elle est venue, mais son frère, ça fait 7 ans que tu n'as pas vu ton frère. Déjà? Depuis qu'on s'est mariés. Donc, son frère n'est jamais venu. Et Serge, depuis 7 ans, n'est pas rentré en France. Il y va cet été. Ça va lui faire un petit peu bizarre, je pense. Mais voilà, ça fait 7 ans que tu ne l'as pas vu. Mais tu dirais qu'il ne te manque pas physiquement? Parce que avec le Viber, WhatsApp, on se parle et tout. Donc, il n'y a pas vraiment de manque. Par contre, toi, tu as une histoire. C'est que quand tu es parti t'expatrier en Australie, là c'est pas pareil. Il y a très longtemps. C'était une autre époque. J'étais très jeune. J'avais la vingtaine. Je suis partie vivre en Australie 6 mois. À la base, c'était pour y rester 1 an, mais j'y suis restée que 6 mois. À l'époque où on n'avait pas Internet dans les maisons, où il fallait aller à la bibliothèque pour avoir Internet et où on allait appeler les gens d'une cabine téléphonique. J'ai quand même 41 ans bientôt, donc ça commence à faire. Là, j'avais ce manque-là et pourtant ça fait 6 mois. Mais c'est vrai que de ne pas voir visuellement les gens, à part sur une photo qu'on emmène avec nous quand on s'en va, c'est pas la même chose que de se voir. Il y a une énorme différence. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Voilà, on n'a pas ce manque-là, même là, si on est content de voir la famille, ce serait ça. Et comment le vit la famille? Parce que moi, j'ai déjà été expatriée 2 fois, donc j'ai vécu en Angleterre. Alors, c'est pas si loin, l'Angleterre, on peut rentrer facilement en France. J'ai vécu en Australie et là, maintenant, en Thaïlande. Toi, par contre, tu n'as jamais vécu ailleurs. Moi, jamais. Comment l'a vécu ta famille quand tu as dit que tu partais? Alors, frères et sœurs, parce que j'ai un frère et une sœur, frères et sœurs, donc très très bien, que je sache. Par contre, ma mère est iranienne, donc méditerranéenne, et la famille c'est très important. Et j'avais vécu quand même longtemps avec elle aussi, seule avec elle.
entre les copines. Je retournais chez ma mère. Et du coup, elle n'a pas très bien vécu. Elle a mal vécu. Hein. Elle n'était pas bien, déprimée pendant 1 an en gros. Mais ça, je ne l'ai pas su parce qu'elle ne me le disait pas. C'est plus tard qu'après, elle a dit « Oh là là, j'ai pleuré et tout. » Oui, c'est dur, je pense que pour une donc maman... Donc ça a été difficile pour elle, mais parce qu'on avait cette relation quand même assez proche. Oui, puis surtout si loin en fait. C'est-à-dire qu'on sait pas, on sait que s'il y a un problème, ça va être un peu plus compliqué de rentrer ou voilà, de faire les trajets l'un comme l'autre, c'est un peu plus compliqué. Mais maintenant, ça va mieux. Non, maintenant ça y est. Maintenant, elle est quand même contente que tu viennes cet été. Oui, mais bien sûr, elle est contente. Ensuite, on a eu aussi combien de temps est-ce que vous resterez vivre en Thaïlande? Alors, j'aimerais bien vous le répondre, hein. Je vous y répondre, mais on ne sait pas du tout. Nous, ça fait déjà 9 ans, ça fera 9 ans au mois d'août qu'on est sur Phuket. Et on espère... 10 ans? Non, 9 ans. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais 9 ans qu'on est ici. Okay. Et donc, au fait, on arrive en 2013. Et combien de temps on va rester? Nous, on n'a pas de date de fin, hein, en fait. On est là, tant qu'on est heureux, on y reste. Et, pour l'instant, il n'y a pas de raison pour qu'on parte soit ailleurs. Déjà en France, non, ça on ne veut pas, on l'a dit. Mais même ailleurs, non, on est bien ici, c'est chez nous. Donc, ça enchaîne sur la question d'après. Est-ce que vous vivez bien votre expatriation depuis tout ce temps? Nous, on le vit très très bien. On est très heureux et on est reconnaissant tous les jours. C'est vrai que on n'est pas blasé de notre vie ici. Non, on se dit qu'on a de la chance. Ouais, on se le répète tous les jours. Quand on voit les cocotiers, quand on se lève le matin, on est content. Voilà, il faut peu de choses en fait, pour nous. On se satisfait de petites choses, nous. Donc, et on est très heureux ici. Et pour rien au monde, on rentrerait en France. Et voilà, tous les choix de vie qu'on fait ici, on est content de ce qu'on fait. Et même avec la période difficile du Covid, on l'a passé et on est toujours heureux de l'avoir passé ici. Donc voilà pour la partie famille, expatriation et partir loin de sa famille. Oh, les amis, c'est vrai que nous, on n'en a pas trop aussi. Hein, donc, Ah si, on a des... Moi, j'ai 3 très très bons amis. Voilà, mais on n'est pas dans des groupes d'amis soudés, tout ça. Non, pas les à faire la fête tous les week-ends avec, non. Donc c'est vrai, c'est pas... Nous, c'est plus au côté familial auquel on pense que côté ami au final. Ouais. Alors, deuxième grosse... Visa travail. Donc, visa travail, puisque nous, on n'a pas l'âge d'être à la retraite. Hein, donc, pour l'instant, nos visas sont liés au travail, surtout pour Serge. Donc, on nous a demandé quels étaient nos visas actuels. Donc, visa actuel, toi, tu as la bouche pleine. Donc, il a un visa non-immigrant B. Donc, c'est les visas business. Donc, avec ce visa-là, il a un work permit. Et il a une société, donc une société où tu es directeur, où tu es actionnaire aussi, pas majoritaire, parce que c'est un Thaï qui est majoritaire. Voilà, donc tout ça depuis un bon moment maintenant. Ça fait un moment. Oui, parce qu'au fait, il y a des moyens d'enchaîner. Il a changé de travail et changé de société. J'étais employé dans une société qui s'appelait Phuket Fit. Et maintenant, tu as ta société à toi, mais il y a des moyens pour passer d'une société à l'autre. Avant, il fallait sortir du pays. Là, en fait, ça fait, 5 ans que tu n'es pas sorti du pays. Non. Les visas peuvent être renouvelés tous les ans à l'immigration. On extend, donc on fait l'extension d'1 an. Et voilà. Ici, à Phuket Town. L'immigration, on m'a demandé d'ailleurs où c'était. C'est à Phuket Town, donc c'est là où il y a tous les centres, tout ce qui est administratif, regroupé à cet endroit-là. Et on m'a demandé s'il fallait prendre rendez-vous. En Thaïlande, les rendez-vous, non, on ne prend pas rendez-vous. On y va le matin à 8h. Et on fait la queue. Et en ce moment, il y a beaucoup de monde, par exemple. Ouais. Et si vous avez de la chance, vous passez dans la matinée. Sinon, il faut revenir à 13h. Voilà, donc l'immigration, voilà comment ça se passe. Moi, alors, j'ai eu plusieurs visas. Mon visa actuel, c'est un visa non-immigrant O. Donc O, c'est visa qui est rattaché à une personne qui a un work permit, donc mon mari, puisque nous sommes mariés, donc je suis sur son visa. Donc au fait, ce visa-là, il est facile à obtenir, puisque au fait, il dépend du visa de Serge. Donc si vous êtes marié, par contre, c'est un visa qui ne vous autorise pas à travailler en Thaïlande. Donc voilà, je n'ai pas le droit de travailler et j'ai un visa. Si Serge a son visa qui est extend... prolongé.
Si son visa est prolongé pour un an, ben, le mien sera prolongé pour un an. Si son visa est annulé, le mien est annulé. Mais il y a quand même la démarche administrative à faire. C'est pas automatique. Non, il faut pas quand automatique. même donner le passeport, il y a le tampon et tout ça. Voilà. Payer. Et puis le certificat de mariage traduit officiellement en thaï, certifié par le consulat. Voilà, il y a des petits papiers à faire, mais en tout cas, c'est pas aussi lourd qu'un visa. Voilà. Donc il y a plein de visas en Thaïlande, mais nos visas actuels, voilà ce que c'est. On m'a demandé, par exemple, est-ce que c'est facile de trouver un travail de vendeur en Thaïlande? Est-ce que c'est facile de trouver un travail dans l'informatique en Thaïlande? Trouver un travail. Trouver un travail de manière générale, c'est très compliqué. C'est vraiment très, très, très compliqué. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, il y a des métiers qui sont interdits pour les étrangers, qui sont réservés aux Thaïs, donc ça va être tous les métiers manuels, j'ai envie de dire des métiers de base au fait. Hein, tout ce qui... Ou même médecin. Ah oui, tout ce qui est dans le médical aussi, tout à fait. Tout ça, avocat, toutes les choses comme ça. Bon, ça, à la rigueur, ça se comprend. Parce qu'il faut connaître la loi du pays. Mais il y a plein de métiers qui sont interdits, donc premièrement. Et deuxièmement, il faut savoir qu'en Thaïlande, l'économie, même si elle est quand même assez prospère, hein, c'est quand même basé, je crois, avant le Covid, c'était à 20% basé sur le tourisme. Donc vous pourrez trouver du travail si vous êtes dans cet environnement, on va dire. Cette industrie. Dans l'industrie. Bah, alors ça peut être chef, là à la rigueur, voilà, cuisinier. Dans les grands hôtels, ils engagent aussi des réceptionnistes. Voilà, non, oui, mais non, c'est pas réceptionniste, des chefs, c'est des managers. Voilà, ça va être des responsables. Réceptionnistes, c'est pour les Thaïs, évidemment. Donc des responsables, managers, responsables marketing, tout ça, c'est possible. Encore faut-il savoir avoir un très très bon niveau d'anglais. Ah oui, très bon niveau. Des gens qui me disent parfois, on va venir en Thaïlande, on se débrouille en anglais. Pour travailler, non. Franchement, non. Quoi. Non, il faut un bon niveau d'anglais. Et à part le tourisme, non, quoi. Non, à moins d'être envoyé par sa boîte Michelin ou pour travailler quelque part dans un bureau de développement ou quoi, non, il n'y aura pas de travail à trouver, quoi. Ouais. Toi, donc, par exemple, ton expérience, tu as été employé comme coach sportif, mais officiellement, il n'était d'ailleurs pas coach sportif, c'était manager, oui, voilà. Donc, ce n'était pas juste un job de coach sportif, puisque ça, un Thaï peut le faire. Donc, on ne peut pas engager un étranger pour ça. Tout ce que les Thaïs peuvent faire, au fait, c'est réservé aux Thaïs. S'il y a quelque chose qui va être spécifique pour traiter avec des étrangers, là, on peut dire, OK, là, il nous faut un étranger, et là, ça va être autorisé. Donc toi, tu étais manager, donc tu gérais une équipe de Thaï d'ailleurs. Et j'ai eu de la chance en fait à ce moment-là, parce que c'était avant le Covid, c'était l'essor de l'industrie du fitness donc à Phuket. Il y a eu plein de centres, on va dire, de remise en forme et tout ça qui s'ouvraient, de vacances sportives et tout à l'époque. Donc j'ai eu de la chance, j'étais là au bon moment. En fait. C'est ça, parce qu'on m'a demandé aussi si tu avais un projet professionnel avant d'arriver à Phuket. Et pas précis. Non, on s'est dit on va voir. Alors, tu as le diplôme pour, puis il a aussi il a un master en STAPS, donc voilà. C'est quoi? C'est Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Option entraînement. Voilà. Et donc, il savait qu'il voulait travailler dans ce domaine-là, puisque c'est ce qu'il faisait en France. Mais voilà, on a été un peu sonné à toutes les portes. Et oui, on a envoyé pas mal de CV. Tu as eu pas mal d'entretiens. J'ai eu pas mal d'entretiens, mais à l'époque, mon anglais n'était pas terrible aussi. Tu as fini par, au bout de 6 mois, quand même, au trouver final, un boulot officiel, work permit et compagnie. Et donc, voilà, ça s'est fait à partir de là, qu'au fait, voilà, le plan n'était pas défini à la base et on est arrivé sans travail vraiment précis en Thaïlande. Donc, c'est tout à fait possible de trouver un travail en tant qu'employé, mais ça va vraiment être... C'est possible, mais compliqué. Avec la crise de l'industrie du tourisme, alors aujourd'hui, moi, je pense que c'est pratiquement nul. Ouais. Il vaut mieux... Voilà, parce qu'après, l'autre question, c'était est-ce qu'il vaut mieux venir avec un projet ou est-ce qu'il vaut mieux ouvrir sa propre société? Alors, dans ce cas, moi je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux venir avec pour ouvrir son entreprise. Maintenant, dans quel domaine? Alors là, si votre projet c'est un restaurant, un bar, un salon de massage ou je sais pas quoi, il y en a plein. Il y en a déjà beaucoup. Donc pour sortir son épingle du jeu, pour faire la différence par rapport aux autres. Il va falloir avoir une spécificité. Ça va être très particulier. Proposer quelque chose d'innovant. Tout est possible, encore une fois. Oui, voilà, tout est possible. Et au niveau des budgets, les gens me disent combien il faut prévoir pour ouvrir une société en Thaïlande. Bon, nous, on parle toujours de Phuket, parce que c'est ça qu'on connaît. Et là, pour donner une idée de budget, mais moi, je ne saurais pas dire. Parce que ce n'est pas juste les frais pour
acheter, louer un endroit, acheter du matériel, des choses comme ça va être tous les frais qui en découlent. C'est les frais pour avoir son visa, pour payer le comptable, pour payer l'avocat qui va créer votre société, payer les employés. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. Et moi, là, je vous redirigerai plutôt vers un avocat qui va pouvoir vous donner une estimation selon le domaine que vous allez choisir. Si vous voulez ouvrir une petite auberge avec 5 chambres ou si vous voulez ouvrir un restaurant énorme, ça ne va pas être le même budget. Donc vraiment, je vous recommande de trouver des avocats. D'ailleurs, j'en ai un, je vous le mets dans le Valentin qui nous a aidé à créer notre société. Je vous le mets dans le commentaire, dans la description et vous aurez son contact. Donc vous pouvez le contacter. Quelqu'un a demandé s'il y avait beaucoup de charges quand on travaillait à son compte. Donc c'est vrai que tu payes des impôts. Alors, on paye des impôts. Moi, je donne tous les papiers à la comptable et en fait, je paye à la fin. Donc, je ne cherche pas à savoir. Quand tu étais employé quand même, tu savais, non? Oui. En fait, il y a 10%. Alors, peut-être que je dis des bêtises et qu'il y a des spécialistes qui diront… Qui corrigeront. Il y a jusqu'à un certain niveau, on paye 10% d'impôts. Voilà. Sur tes revenus? Sur les revenus. Donc, c'est prélevé à la source. C'est prélevé à la source, exactement. Et si on a trop payé, je sais qu'il y avait eu un remboursement à un moment donné. Il y a des ajustements à la fin de l'année. C'est toujours pareil, ils font une estimation. Et puis après, plus ou moins. Voilà. Alors ça, c'est si on est employé, il y a quand même 10% à payer. Mais il y a un plafond si on est au revenu minimum pour un étranger, pour un farang. Alors, les Français, en tant qu'employé, on a un revenu normalement légal minimum qui est de 50 000 bahts. Ouais, une société ne peut pas vous payer moins. C'est marqué sur le work permit, 50 000 bahts. Alors, moi, j'avais commencé avec moins. Oh, tu as commencé à 40 000. 45... Moi, je crois 42. Je ne sais pas. Mais bon, j'avais commencé à moins. J'avais accepté de travailler 6 jours par semaine avec moins que le salaire minimum. Et après, donc, j'ai vite gravi les échelons. Et je me rappelle qu'au début, je ne payais pas d'impôts, je crois, et après, je payais des impôts, mais c'est 10%. Donc, même si c'était à la fin 90 000 bahts, ça faisait 10%, c'est rien en fait. Par rapport à la France, c'est ridicule. Donc ça, il faut le savoir, c'est ridicule. Par contre, si vous ouvrez votre compagnie, votre société, là, il va y avoir donc, les frais donc, de la société. Alors, il y a évidemment une comptable à payer, parce qu'on ne va pas faire les papiers nous-mêmes et tout. Donc, il y a la comptable à payer. C'est pas cher, après ça dépend la masse de travail qu'elle a, mais c'est pas très très cher. Par contre, ce qui va s'additionner, c'est légalement, comme moi j'ai un work permit, et il faut que j'emploie 4 tailles. Donc il y a un petit salaire à donner aux tailles, plus leur payer la sécurité sociale. Et donc en gros, ça revient à 15 000 bahts par mois tout ça. Voilà, ça il faut le savoir, donc il y a quand même ces frais-là. Plus… si vous ouvrez votre société, le loyer de l'endroit, il y a le loyer, alors ça dépend de… Voilà. Il y a quelques taxes, c'est pas des taxes, c'est… il y a des petites choses à payer. Nous, par exemple, on est enregistré auprès de la mairie comme salle de sport. Donc la mairie est venue vérifier certaines choses et on a payé… les mètres carrés, tout ça. Voilà. On paye pour l'enseigne. Oui. Quand vous avez une enseigne à l'extérieur, donc ça va être la taille de l'enseigne, ce qui a écrit dessus, si c'est écrit en taille ou en anglais. Ouais. Petit, gros. Petit, gros. Enfin voilà, il y a plein de petites choses à savoir. Le plus cher, ça reste tout de même le visa. À Phuket. À Phuket, parce qu'au fait, on l'a fait. Tu l'as fait 2 ans d'affilée. Ouais. Pendant le Covid, on est passé sans agent. Puisqu'on passe toujours par des agents et les agents prennent une grosse commission qui est reversée. Enfin voilà, il y a une corruption assez importante plus le dessous de table en fait. À Phuket. 2 années d'affilée, on l'a fait sans agent, nous-mêmes. Alors nous-mêmes, pas du tout tous les deux, parce que c'est impossible même pour les tailles, c'est super compliqué. Donc une de nos employées nous a beaucoup aidé pour ça. Et là, au final, c'était pas cher, c'était 1900 bahts. C'est 1900 bahts. Le vrai prix, c'est 1900 bahts, votre visa business à l'année. Sauf que c'est pas du tout ça que les gens payent quand on passe par un agent. Donc en gros, l'agent, c'est entre 30 000 bahts, on va dire. Ouais, voilà. Donc vous voyez la différence de prix. Par contre, vous êtes sûr de l'avoir. Alors que quand vous le faites tout seul, moi j'avais demandé ce qu'on essaye et on m'avait dit essayez, vous verrez bien. Il y en a quelques-uns qui sont acceptés de temps en temps. Et nous, 2 ans d'affilée, on l'a quand même eu. 2 ans d'affilée. Il a fallu qu'on fournisse 110 photocopies. Ouais, on a été 6 fois.
à 6 fois, l'immigration. 4 fois, 6 fois, je ne me rappelle plus, mais entre 4 et 6 fois. Ouais, Enfin, quelque chose avec les tailles à hallucinant, chaque quoi, fois, avec les tailles qui un est... stress de fou. Ah ouais, non, c'est pour ça que... On vous rend vos papiers en vous disant non, c'est bon, tu peux partir du pays, C'est fini, tu reviendras l'année mais prochaine. il y a un gros stress. C'est impressionnant le stress, donc Il vaut mieux payer. il vaut mieux avoir les moyens et en tout cas prévoir ce budget de visa Voilà. par agent parce qu'au moins ça se fera. Et donc tout cumulé, ça fait quand même C'est un montant quand même assez important si on veut rester et avoir son propre business ici. Ouais. Voilà. Et donc la dernière question concernant les visas et le travail, c'est comment cotisez-vous pour votre retraite? On ne cotise pas, on n'a rien, on n'aura pas de retraite. Il faut que chacun mette ses sous de côté. Ouais, on doit mettre des sous de côté. En France, on a travaillé une dizaine d'années. Moi, j'ai travaillé, je crois, une bonne dizaine d'années, peut-être 12-13 ans en France, et toi, Moi un truc aussi, comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, on n'aura pas de retraite. Hein. Je pense qu'on n'aura rien du tout. Mais j'espère gagner au loto. Voilà, donc c'est bien, c'est qu'il faudrait qu'on commence à jouer. Ah ouais, mais bon, je vais jouer, mais vers la fin. Je vais jouer vers la fin. Vers les 60 ans, je vais jouer et je vais gagner. D'accord, c'est bien. Moi, c'est mon plan. Par contre, donc, tous les gens qui s'expatrient, à moins que ce soit votre société qui vous envoie, une société française ou alors avec des accords avec la France qui vous envoie, où vous allez continuer à cotiser pour votre retraite française. Sinon, tous les gens qui partent à l'étranger le savent. Hein, ils nous disent toujours vous n'aurez pas de retraite, mais vous nous apprenez rien, on sait qu'on n'aura pas de retraite, on sait, donc vous inquiétez pas, on prévoit des choses pour notre retraite. On n'est pas complètement foufou. Il y a des gens qui des fois nous disent vous êtes complètement cigale et pas fourmi. Hein, la fourmi fait attention et vous dépensez tout, vous allez pleurer à votre retraite. Non, on le sait, on n'a pas 25 ans, on a déjà anticipé les choses, vous inquiétez pas pour nous. Ce sera pas Byzance à notre retraite, mais c'est pas notre but non plus. Donc voilà, nous c'est de continuer à avoir notre niveau de vie qui nous convient à tous les deux. Et voilà, on n'a pas des attentes extraordinaires. Donc tout va bien pour nous, mais si vous partez à l'étranger, sachez que votre cotisation pour la retraite va s'arrêter. Troisième. Logement, vie quotidienne. D'ailleurs, abonnez-vous, hein, je vous le répète, en plein milieu de la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous. Évidemment. C'est quelque chose de très important. Et vous savez qu'il y a une vidéo par semaine, je vous poste une vidéo tous les samedis à 11h, heure française. Donc voilà, et vous l'attendez tous avec impatience, je le sais. Donc on va parler maintenant logement et vie quotidienne en Thaïlande et plus précisément à Phuket. Donc on nous a demandé par exemple combien coûte un loyer sur Phuket dans la fourchette assez basse. Donc j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai aussi dans la barre d'informations, sur combien coûte la vie à Phuket, quel budget prévoir pour vivre à Phuket. Les loyers, vous avez de tout à Phuket. Par contre, voilà, si vous voulez avoir des standards qui sont européens, si vous voulez avoir une maison avec une piscine, tout de suite, vous allez avoir des loyers qui sont au minimum de 30 000 bahts. 30 000 bahts, ouais. Voilà, vous ne trouverez rien en dessous de 30 000 Comment bahts. ça fait 30 000 bahts T'inquiète, ce sera marqué au-dessus. Je crois que c'est 800 € en gros. Quelque chose comme ça. Donc vous aurez pas moins que ça. Par exemple, nous, notre maison, qui est une maison avec 2 chambres, une salle de bain, nous n'avons pas de piscine, nous payons 15 000 bahts par mois. Voilà, c'est en gros standard ça. Thaï. Voilà, c'est standard Thaï. Vous avez des choses très très peu chères. Voilà. Après, il y a aussi des chambres. Ça va s'appeler des rooms en anglais. Hein. Vous avez des rooms où vous allez avoir une pièce. Donc ça va être un studio avec. Parfois, vous avez un tout petit coin cuisine, mais vraiment, vous allez avoir une petite plaque électrique ou un petit truc à gaz et une salle de bain. Là, bon, si vous pouvez vous contenter de ça, alors là, vous avez des choses à 5 000 bahts par mois. De quoi? Ouais, oui, c'est ça, c'est 5 000 bahts par mois. Plus l'électricité, il faut toujours rajouter l'électricité, elle n'est jamais inclue. Nos staffs avaient une petite maison avec une chambre, un petit salon, et pour 5 000 bahts. Oui. Donc, c'est pas juste une chambre. Hein. Oui, elles avaient un petit truc. Alors, c'était avec plusieurs maisons autour. Il n'y avait pas de jardin, enfin, c'était partagé, tout ça. Mais oui, il y a moyen de trouver 5 000 bahts. Oui, il y avait d'ailleurs des étrangers. Il y avait des étrangers, des Russes à côté, avec des gamins. Donc, il y a tous les prix, quoi. Il y a de 5 000 bahts à, évidemment, 30 000, voire beaucoup plus. Et justement, vous nous demandez comment trouver sa maison de rêve en Thaïlande. Il y a les réseaux sociaux, il y a sur Facebook. Ouais, Marketplace. Et des groupes aussi. Des groupes, c'est vrai. Ouais, il y a Phuket for Sale, Phuket for Rent, sur des Facebook, choses comme ça. Mais nous, ce qu'on vous conseille, et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est baladé en scooter
En fait, Dans les petites rues. Ouais, on avait pris 15... alors ça, c'est pour trouver la maison où on est actuellement. Mais quand on est arrivé au tout début en Thaïlande, on avait pris 15 jours d'hôtel. Et pendant les 15 jours, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est vraiment baladé dans toutes les petites ruelles qu'il y avait. On avait déterminé plus ou moins un quartier où on voulait être. Et on a fait toutes les petites ruelles. Et dès qu'il y avait un panneau for rent, on appelait. Et les gens sont souvent dans le coin et ils arrivent tout de suite pour vous faire visiter. Et donc vous appelez, vous demandez le prix, vous allez visiter. On a aussi beaucoup parlé, c'est-à-dire que les restaurants où on allait manger, on disait vous connaissez pas quelqu'un qui loue une maison, vous connaissez pas quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on avait fini par trouver, parce que quelqu'un nous a entendu à la table d'à côté et dire vous cherchez une maison, moi je connais quelqu'un qui a sa maison à louer. Il nous a emmenés tout de suite. On est parti. C'est la première maison qu'on a eue, c'est pas celle-ci, dans le nord de l'île à Bang Tao. C'est comme ça qu'on a trouvé la maison. Ouais. Celle-ci, on l'a trouvée par un ami aussi qui nous a recommandé cette maison parce qu'il connaissait les propriétaires, voilà. Donc ce que je vais vous recommander, c'est de ne pas forcément chercher quelque chose à distance depuis la France, c'est de venir, même de rester un mois, c'est encore mieux. Voir quand même les agents. Voir les agents, parce que vous allez aussi trouver des maisons par agence, et il y en a aussi. Mais le mieux, c'est franchement de se promener en scooter, d'appeler les numéros de téléphone et d'en parler à votre masseuse, d'en parler au restaurant, d'en parler un peu à tout le monde, et vous verrez que là, il y a des choses qui vont être proposées que vous n'aurez jamais trouvées. Cette maison où on est, nous, il n'y avait pas le panneau à louer devant. C'était parce qu'ils louaient à des amis, des choses comme ça. Donc, en parlant des enfants, parce que nous, on n'a pas d'enfants. Vous savez, on a une Peggy. C'est une race d'enfants à part. Un peu spécial. Un peu spécial. Mais au fait, les enfants ici, il faut savoir qu'il y a une grosse communauté de Russes et que les Russes, ils sont tous en famille ici. Vous avez, je pense qu'il n'y a pas de retraités russes, en tout cas on n'en voit pas. Les Russes qu'on voit, c'est tous des gens qui ont entre 30 et 40 ans en famille avec 1, 2, 3 enfants. Donc, ils sont, vous imaginez bien qu'ils ont tout ce qu'il faut pour les enfants, que ce soit les chaises hautes, les lits bébés, il y en a de partout. Il y a beaucoup de groupes de seconde main où les gens se revendent des choses entre eux. Et donc, vous savez que les trucs pour bébés, les bébés grandissent vite, évoluent vite, donc on revend rapidement les choses. Et donc, vous trouvez de tout ici. On a un grand centre commercial qui s'appelle aussi Central Festival où vous avez tout. Tu avais même cherché quand tu avais ta sœur. Alors moi, par exemple, ma sœur est venue en vacances avec à l'époque son fils qui avait 2 ans et j'allais pas acheter des choses puisque moi j'ai pas d'enfant. Et j'avais trouvé une fille qui avait mis une annonce qui louait du matériel pour bébé. Donc j'avais loué pour les vacances un lit parapluie, une chaise haute pour manger et un siège enfant pour la voiture. Donc j'avais loué ça pour le temps des vacances et c'était très bien et j'avais pas payé ça très cher. Et j'ai tout rendu quand ma sœur est partie. Donc il y a toujours moyen de se débrouiller avec les enfants ici et vous inquiétez pas, on trouve de tout. On m'a aussi demandé par rapport aux enfants ce qu'on pense de l'école BCIS, donc c'est Berda Claude International School. C'est l'école qui a un programme français ici, officiel. Donc c'est une école qui est reconnue par la France. Écoute, on en a que des très bons retours. Lui, il a beaucoup de maîtresses d'école qui font le sport avec toi et une très bonne qualité d'enseignement. Très bien. Il y a aussi une autre petite école qui s'appelle Lighthouse. J'ai fait une vidéo, je vous remets aussi le lien en dessous, qui a une section française qui s'appelle la section française Jean de La Fontaine, avec un maître d'école qui s'appelle Julien, qui est extraordinaire. Et pour les petits, je pense que ça peut être aussi une bonne alternative d'aller à cette école-là. Donc vous avez 2 options pour les enfants. Vous avez l'option Lighthouse, section française Jean de La Fontaine, et BCIS, donc l'école française reconnue par la France. Donc, mais bon, les deux ont une très bonne réputation. Donc voilà. Une autre chose qui concerne alors la vie ici, mais aussi vos vacances, parce que ceux qui me suivent sur Instagram savent que je poste beaucoup de stories, et c'est vrai que je poste quand il pleut assez souvent, plus que quand il fait beau. Et donc les gens sont tous inquiets à me dire j'arrive à Phuket bientôt, mais c'est vrai, il pleut tout le temps, mais genre on va devoir sortir le canoë-kayak pour aller se promener. La saison des pluies officielle commence quand ? Elle commence au mois de mai et elle se termine en octobre. Donc au fait, dans cette période-là, vous avez beaucoup de chances d'avoir de la pluie à certains moments de vos vacances. Maintenant, il ne va pas pleuvoir du... Alors, vas-y. Alors là, j'interviens parce que, justement, on a regardé, parce que Kathleen, je vous fais une avant-première là. Kathleen est en train d'écrire un e-book. 2 e-books en fait. 2 e-books. Un sur donc tout savoir sur Phuket
et un autre sur l'expatriation. Donc c'est très long. Voilà. Ça prend du temps, hein, je vous et dis, ça prend du temps. Et il y a un truc qui m'a fait un peu halluciner, c'est qu'on a regardé, voilà, moi j'avais fait les recherches sur le climat, et on a vu que les jours de pluie, donc les jours de pluie, tout d'un coup à partir de mai augmentent, pour arriver donc au maximum en septembre avec 23 jours de pluie. Et après ça rebaisse un peu en octobre, 20 jours je crois, ou 21 jours. Et après, vraiment, on voit que c'est la saison sèche de décembre à avril, voilà, où il pleut très peu de jours de pluie. Mais sinon, là, on est en saison des pluies. 19 jours, je me rappelle, normalement 19 jours de pluie. Monsieur Météo expert. Voilà, maintenant, ça y est, là, je me rappelle, ça m'a choqué, c'est moi qui fais les graphiques, que c'est passé. Et donc, quand il pleut, c'est pas non-stop. Donc, il peut faire un passage nuageux, gris, un petit peu de soleil, et puis il pleut pendant 1 heure, et puis ça s'arrête. Parfois il pleut toute la nuit, et le matin c'est fini, et il fait beau toute la journée. Alors par contre, c'est vrai qu'en septembre et octobre, on peut avoir une semaine de pluie d'affilée. Et de pluie, petite pluie, grosse pluie, rien ne sèche, tout est humide. Là, c'est vrai que c'est pas... on en a un peu marre, on a envie de voir le soleil, et quand on a un petit rayon de soleil, on va vite dehors comme des vampires prendre un peu le soleil. Mais parce que aussi on est habitués, nous, dans le sud de la France, à avoir du soleil. Oui, c'est vrai. Le dernier volet de la vie quotidienne ici, on nous a parlé de l'alimentation. Donc, il y a des gens qui sont inquiets et nous disent comment faire pour ne pas tomber malade. Est-ce que c'est vrai ici que la nourriture, tout a de la... c'est le MSG qu'on dit, je ne sais pas si c'est comme ça en français, mais MSG, c'est des additifs là, qu'on met dans la bouffe chinoise de mauvaise qualité, là, qui est vraiment pas super. Exhausteur de goût. Et voilà, est-ce que les glaçons, on va être malade si on mange des glaçons, qu'on boit des glaçons? Tout ça, tu le réponds dans ton e-book. Hein. Tout ça, je l'ai dans l'e-book, donc je fais un peu de teasing, il n'est pas prêt. Hein. Je ne vais pas dire il est en vente en dessous, il n'est pas du tout, hein. On verra quand, mais voilà. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut manger sain en Thaïlande, qui ne veut pas tomber malade? Ça, c'est encore deux choses différentes. La nourriture, est-ce qu'elle est vraiment saine? Est-ce que c'est dans l'esprit des gens? Ouais, parce qu'on croit qu'il y a les fruits, les légumes et tout ça. Non, en fait, la nourriture est très calorique. Et il n'y a pas beaucoup d'options avec peu de calories, assez léger. Tout est base de... Enfin, pas tout, mais pratiquement... Coco. Ouais, de lait de coco. Tous les currys, en gros, c'est des laits de coco. Et donc, c'est... calorique, c'est élevé en calories. Et après, tout ce qui est les cao-pâtes, les nouilles, tout ça, tout est sauté avec de l'huile. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup de sucre. Les gens croient que c'est très sucré. À chaque fois, tous les clients me disent « Ah ouais, mais là, c'est très sucré, je demande sans sucre et tout ». Pas trop. Il y a 1 cuillère, et même on a vu Geek aussi. Oui, dans la vidéo où elle a cuisiné. Voilà, où elle a cuisiné. 1 cuillère, parce que moi j'ai fait les calculs donc, des calories avec des chefs. Et donc il y a 1 cuillère à café, voire 2 cuillères à café de sucre, ce qui n'est pas énorme en calories. Donc c'est plutôt l'huile. Par contre, les Thaïs rajoutent énormément de sucre sur la table. Vous avez un pot de sucre, hein, c'est pas du sel, c'est du sucre. Et vous voyez les Thaïs qui sucrent leur soupe, qui sucrent leur plat, ils rajoutent du sucre. Donc comme quoi déjà c'est même pas assez sucré. Après toutes les sauces qui sont comme les sauces du pad thaï et tout, là c'est des sauces qui sont sucrées déjà à la base. Donc voilà. Un pad thaï, combien c'est de calories? Un pad thaï c'est 700 calories. Un pad thaï avec la viande? Oui, un pad thaï chicken, voilà, un poulet ou crevette, ça fait en gros 700 calories. Donc il ne faut pas croire, c'est très élevé. Hein. Un curry, un green curry, donc un curry vert, donc si on prend le bol, rien que le bol avec les légumes et le poulet, ça fait 450 calories. Donc il faut rajouter le riz avec ça, 200, donc ça fait que c'est élevé. Donc il y a des options par contre, healthy. Donc plutôt sain et bas en calories. Voilà. Ce que je vous ai montré par exemple dans la vidéo avec Geek, comme le Lab Guy, donc la salade de poulet, qui est du poulet bouilli et qui est franchement délicieuse. Alors, par contre, au niveau pesticides, ici il faut savoir qu'ils mettent énormément de pesticides. C'est pas du tout bio. Hein. Non. Voilà, les gens disent « Oh, c'est bien, c'est bio, c'est le au bord marché, de la route, le marché et tout. » Catastrophe. Non. Catastrophe, parce qu'il y a des dizaines donc, de nuisibles, de sortes de scarabées, je ne sais pas de quoi, mais, et
et c'est la nature, quoi. Il n'y a rien de bio. Il n'y a rien de bio. Voilà. C'est une catastrophe. Ne pensez pas que parce que vous achetez les fruits au marché, voilà, ils les ont achetés un producteur qui les a aspergés de pesticides et de tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas du tout bio. Il faut bien laver. Il faut vraiment bien laver les choses. fruits, les légumes. Et donc, la question qui était comment éviter d'être malade. Vous allez être malade, c'est-à-dire que vous allez avoir la diarrhée, vous allez peut-être même vomir. Vous verrez qu'après quelques temps en Thaïlande, au début, tout le monde est assez pudique sur ce sujet, parce qu'en France, c'est pas quelque chose dont on parle. On va dire « Oh, j'ai une gastro, j'ai eu mal au ventre ». Non, ici, vous verrez que bizarrement, après un mois, tout le monde va parler de « Oh là là, ça va pas du tout, j'ai eu la diarrhée toute la nuit ». Mais rien de méchant, quoi. Et il y a quand même, on se sent des fois très très mal. Des fois, ça arrive. Voilà, mais il faut savoir que… par exemple, nous, ça fait 9 ans qu'on est là, on n'a pas eu un rhume, on n'a pas eu une angine, on n'a pas eu une bronchite, on n'a rien eu de tout ça. Par contre, on doit tous les ans. Tous les ans. Deux fois dans l'année. Mais tu rigoles, tous les 2-3 mois, on est malade, on a quelque chose. Non, vraiment malade, comme j'ai eu la fièvre et tout. Il a été très malade une fois. J'étais très malade. Voilà. Mais sinon, bon, voilà, une diarrhée. Moi, je vomis assez souvent, ça m'arrive aussi. Lui, beaucoup moins, mais voilà, vous avez tout à voir sur nous. Mais vous verrez qu'après un certain temps en Thaïlande, tout le monde parle de caca, de vomi, et ça devient naturel. Il faut savoir que la chaîne du froid n'est pas du tout respectée. Voilà, en fait. Les choses sont décongelées, recongelées, les yaourts, le lait restent à la chaleur. On le voit au 7-Eleven, c'est-à-dire les petits shops, les supérettes. Quand on voit les livreurs qui arrivent avec le lait, ça reste dehors en plein soleil. Le temps qu'ils rangent et tout ça, ils laissent comme ça dehors, donc ça a le temps de chauffer et les bactéries se développent. Donc il faut savoir que c'est comme ça, c'est pas top. Et les Thaïs sont tout le temps malades aussi. Vous verrez qu'on pense que eux, c'est parce que nous on n'a pas l'estomac adapté. Non, ils ont tout le temps, la diarrhée, ils ont tout le temps un problème. Nos staffs nous le disent. En Thaï, ça se dit tong sia. Tong sia, c'est estomac cassé, littéralement. Tong, estomac, sia, cassé. Et enfin voilà, donc vous verrez, tout ça vous arrivera. On m'a aussi posé une question et on va conclure sur ça. Juste avant, les glaçons, vous pouvez… Ah, les glaçons, allez-y, sans problème. Les Thaïs ne boivent pas l'eau du robinet, donc ils ne vont pas vous faire des glaçons à l'eau du robinet. Ils sont livrés en glaçons de partout, tous les jours. Même boire dans les petits carafes qu'ils vous mettent sur les tables. C'est de l'eau filtrée, donc allez-y sans problème. Vous n'ayez pas peur de ça, c'est pas ça qui va vous faire malade. Ce sera autre chose, un problème. Des fois, on mange la même chose, un de nous deux est malade et pas l'autre. Donc, allez savoir, il faut même pas chercher à comprendre. Dernière chose, on m'a parlé de ton côté sportif et musculaire et on m'a demandé comment est-ce qu'on arrive, est-ce que tu suis une diète, est-ce qu'on mange la même chose? On mange pareil, sauf que moi… Pas en quantité? Non, pas en quantité, je mange plus évidemment. Mais aussi, je mange plus de protéines que madame. Voilà, donc… Tu fais un peu plus attention à rajouter des protéines matin, midi et soir. Voilà, et on peut suivre une alimentation, on va dire sportive, sans problème en Thaïlande. Et surtout maintenant. Alors là, maintenant, il y a des petits chèques de protéines. Des petits chèques de protéines de partout, ils en vendent, dans les 7-Eleven encore une fois. Donc, il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Voilà. Et quelqu'un m'a demandé, est-ce que je peux faire du sport avec Serge quand je viens en Thaïlande? Et c'est vrai que vous êtes aussi nombreux à passer voir Serge à sa salle quand vous arrivez. Continuez, ça me fait donc plaisir. Il est content quand il me dit « j'ai vu des abonnés aujourd'hui qui sont passés ». On n'a pas le temps de parler parce que je suis en coaching, évidemment. Donc, mais un petit coucou comme ça, ça fait plaisir. Et est-ce que, si les gens veulent faire du sport avec toi, comment ça se passe? Alors, ça dépend des périodes. Et de combien de temps ils sont là aussi? Voilà, ça dépend de combien de temps ils sont là, ça dépend des périodes. Et c'est vrai que tout cet hiver, j'ai été très, très overbooké. Donc, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Là, ça s'est calmé parce que mes clients, des gens des expats, Français, voilà, des Français, même des Anglais, donc sont partis un peu en vacances et tout ça. Donc là, j'ai une période où c'est plus tranquille. Même en ligne aussi. Oui. Il a pas mal de clients en ligne qui ne sont pas en Thaïlande, ou même qui commencent avant d'arriver en Thaïlande, qui commencent déjà le coaching en ligne avec toi. Tout à fait. Donc voilà, il y a plusieurs petites options. Si jamais ça vous intéresse, il faut demander. Sachez que selon les moments, il pourrait éventuellement prendre des nouveaux clients. Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Je mettrai quand même les détails pour te contacter directement s'il y a besoin. En fait, c'est vrai qu'on a abordé quand même beaucoup de choses. On a pas mal parlé. C'est pour ça que je vous dis que la vidéo va comporter une part 1 and part 2. Parce que là, on a vu une chose. Qu'est-ce que ça va être? Attends, je regarde ma liste.
Donc dans la deuxième partie de la FAQ qu'on tournera très prochainement, on parlera des banques, parce que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, de la voiture, du scooter, on avait aussi cette partie-là, de la santé, de l'expatriation en manière générale, ça va être les meilleures villes pour s'expatrier, des conseils voilà, de manière globale, et de YouTube, parce que vous êtes aussi assez curieux pour voilà, qui nous ont posé des petites questions par rapport à YouTube et à une chaîne YouTube. Donc voilà, ça ce sera la deuxième partie. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais voilà, c'est des questions qui reviennent très souvent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, je le dirai et je le répète encore toujours. Voilà, partagez cette vidéo aussi si c'est quelque chose que vous pensez voilà, qui peut intéresser quelqu'un. J'espère que ce petit format, en tout cas de vidéo, vous aura plu. Merci d'avoir... En tout cas, moi, ça m'a plu. Ça t'a plu? Tu reviens pour la deuxième partie? Ah ouais. Ça va. Ça va. Si vous voulez voir ça dans la deuxième partie, vous votez 1. Si on l'élimine, on vote 2. Mais non. Bon, voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on vous dit à la semaine prochaine, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. À la semaine prochaine.